Bonjour les mordus. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre spécialiste officiel en financement hypothécaire, Peter Quinn. Ça va bien, Peter? Ça va très bien, toi? On est content de t'avoir avec nous. Chaque année, 1 ou 2 fois par année, tu viens nous voir puis on jase des changements dans l'industrie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les nouveautés? C'est quoi les trucs là, pour avancer plus vite dans le financement? Je sais que dernièrement, il y a eu des belles choses pour Multiprêt. Peux-tu nous en parler un petit peu? Absolument, absolument. On est très fiers. Le cabinet Multiprêt a obtenu le prix du meilleur cabinet hypothécaire au Québec cette année. Félicitations. Pour l'année 2024. Donc, ça compte. On dit l'année 2024, mais c'est vraiment pour les résultats de l'année 2023. Donc, on vient de gagner ce prix-là. Puis, en plus, on était nominé pour le meilleur courtier hypothécaire commercial au Canada. Donc, on est vraiment très, très, très fiers de ça. Bien, félicitations, toi, ton équipe. J'ai vu des petites photos passer. Vous étiez bien fiers. C'est le fun d'avoir des gens qui s'épanouissent dans leur travail comme ça. On le sait, tu es un passionné. On le sait que tu es vraiment la figure de proue au Québec là, pour le financement multilogement. Peux-tu nous parler un petit peu de l'industrie? Qu'est-ce qui se passe économiquement? Là, on est rendu où? Parce qu'on avait fait le point la dernière fois qu'on s'est vu. Puis là, on est rendu où? Là, on s'est vu il y a à peu près 8 mois, je pense. Là, c'est presque 1 an, ça. Ouais. Où est-ce que ça s'en va? Les investisseurs immobiliers doivent s'y prendre comment? Qu'est-ce que tu prévois pour les prochains mois? Écoute, pour l'instant, je te dirais que c'est relativement stable quand on regarde surtout les achats. Les prix sont encore élevés. Pour le moment. Donc, les prix n'ont pas baissé. Ça n'a pas baissé beaucoup. On entend dans les journaux, là, baisse de l'immobilier. C'est pas vrai du tout. Non, puis même du côté immobilier résidentiel, on voit des hausses de vente à chaque mois. J'ai entendu parler qu'il y avait encore un petit peu de surenchère de temps en temps là, quand un immeuble est bien situé. Absolument. Donc, dans le multilogement, c'est un peu moins vrai. On voit encore des prix d'achat qui sont listés à des 20 fois les revenus, mais quand on fait le calcul en valeur économique, disons là, qu'on booste la valeur économique en APH 100 points, c'est assez rare qu'on va dépasser 14 fois les revenus bruts. Okay. Je te parle pas de du multiplicateur de revenus nets parce que souvent les fiches des courtiers immobiliers sont pas tout le temps complètes. C'est difficile à suivre. Fait qu'une règle du pouce pour monsieur, madame, tout le monde, revenus bruts. Alors, dans ce cas-là, quand c'est listé à 20 fois les revenus bruts, puis qu'on sait que la valeur va être à 14 fois, puis qu'on va financer à 85-95 de cette valeur-là, ben oui. ça demande des bonnes mises de fonds. Mais au final, je pense qu'il ne faut pas désespérer. On va quand même, à mon avis, voir les baisses de taux, les baisses de valeur, les baisses de prix baisser au fur et à mesure. Ça va arriver, veut pas, mais je pense qu'on va voir ça arriver plus fin 2024, année 2025. Donc, les baisses de prix seraient dues à quoi? Parce que on s'entend, là, en tant que propriétaire immobilier, quand on pense que notre immeuble vaut 20 fois les revenus, puis on s'assoit là-dessus, puis on est cash flow positif, il n'y a aucune raison qu'on diminuerait notre prix. Clairement, il n'y a aucune raison, sauf si tu te retrouves dans un marché où, à un moment donné, on a des vendeurs qui veulent commencer à liquider. Et ça va arriver avec les renouvellements qu'on va commencer à vivre en 2024. Okay. Fin 2024. Si on se ramène au temps de la COVID, fin 2019 jusqu'à peu près mi-2021, là, on a eu un énorme boom immobilier. Oui. Les gens faisaient des transactions à des taux d'intérêt entre 1,5 puis 2 pour 5 ans. Ouais. Alors souvent, c'était pas rare de voir une transaction à l'époque d'achat au prix de la valeur économique parce que les taux étaient super avantageux. Là, tout ce beau monde-là va renouveler à partir de fin 2024 jusqu'à 2026. Puis on commence déjà à le vivre. J'ai beaucoup de clients qui commencent à se demander « Je devrais-tu vendre? » Parce qu'à 1,5 %, c'était rentable. À 4,5 %, ça ne l'est plus. Ça ne marche plus. Mais là-dedans, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'immobilier, qui sont salariés, qui ne sont pas travailleurs autonomes, qui n'ont pas un gros parc immobilier avec des gros revenus. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, l'immobilier était la saveur du mois. Parce que ça faisait peut-être 10 ans que n'importe qui investissait en immobilier puis qui attendait un peu faisait de l'argent automatiquement. Donc, tout le monde pensait que c'était facile, l'immobilier. Quand ça commence à avoir des soubresauts, les taux augmentent un peu, ça devient un petit peu plus difficile. C'est plus difficile. Puis comme j'ai souvent dit, en immobilier, quand les taux baissent, un singe peut faire des profits. C'est pas compliqué. Bon, j'osais pas le dire, facile. Mais j'avais déjà entendu l'expression. C'est facile. Ouais. Quand les taux montent, c'est là qu'on va voir les bons gestionnaires arriver. En tout cas, on va espérer qu'on va voir des bons gestionnaires arriver. C'est important de diminuer nos dépenses au maximum, de ne pas dépenser l'argent n'importe comment. Augmenter tes revenus le plus possible. On va quand même entretenir les immeubles. Oui, absolument. Sauf que à 1,5 %, là,
c'était pas pressant d'augmenter tes revenus. Donc, le commun des mortels qui n'avait pas le courage d'augmenter ses revenus au minimum, soit du TAL ou bien en essayant de renouveler avec des nouveaux locataires, tout ce beau monde-là ont augmenté le revenu de 2-3 % par année. Et là, on arrive au renouvellement, les immeubles sont plus rentables. Hey, j'ai un client, là, en 2019, non, pas vrai, en 2020, on l'a financé avec un prêt de 3,2 millions. Aujourd'hui, pour le même immeuble, avec les revenus actuels que j'ai, je ne peux pas y prêter plus qu'1,9. Tout l'écart entre le 3,2... entre les deux? Oui. Puis, bon, son solde hypothécaire a baissé. Il est peut-être rendu à 3 millions aujourd'hui, un peu moins que ça. Mais ça reste quand même qu'il y a 1 million de trop sur son financement. Là. Et là, qu'est-ce qui se passe là, pour un investisseur? Son banquier lui dit « Redonne-moi 1 million ». Bien, là, la chance qu'on a comme investisseur, si on a pris la SCHL, c'est que le banquier va être patient parce que son prêt est entièrement et les garanties. Mais en même temps, admettons, toi, tu arrives à ton renouvellement en 2024-2025, tu veux renouveler. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler Peter Quinn. Peter, la banque m'a fait un taux d'intérêt, mais ça n'a pas d'allure, c'est trop cher, trouve-moi autre chose. Je peux pas te trouver autre chose. Parce que tu vas donner moins de financement que ce qu'il y a actuellement. L'autre banque va voir qu'on est 1 million les fesses à découvert, comme on dit. Donc, elle ne voudra pas prendre le financement. Il va être obligé de rester à sa banque. Sa banque, elle aussi, a réalisé qu'elle est 1 million à découvert. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, tu sais, Jocelyn, je pourrais t'offrir 4,5 % pour ton prêt, mais tu es à risque, fait que ça va être 6. Donc là, tu es tombé dans la trappe à souris. Tu es pris là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, étant donné que je suis pris, la banque est quand même pas super fine, tu sais. Oui, mais elle va évaluer son risque et le taux d'intérêt est lié au risque. Donc, si tu es plus risqué, je vais t'envoyer au département de redressement, idéalement pour te motiver à sortir ou vendre ton immeuble. On va en avoir plein comme ça tantôt. Si tu as un gros parc immobilier avec plusieurs logements, qu'est-ce qui va t'arriver? Bon, c'est pas grave, tu vas en avoir qui sont rentables, tu vas venir compenser ceux qui le sont un peu moins. Exactement, ceux que j'ai achetés il y a plus longtemps ont plus d'équité. Et voilà, fait que tu vas arriver à compenser. 2-3 000 négatifs par mois, si j'en ai 20 qui sont 3 000 négatifs positifs par mois, on balance puis on attend. T'sais. Oui, absolument. Sauf que si tu n'as rien de tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre à vendre. Ouais. Il y en a plein qui vont mettre à vendre comme ça. Là. Et là, plus d'offres sur le marché, il n'y a pas plus de demandes, donc on est obligé de baisser les prix. Absolument. Ce qui pourrait peut-être maintenir les prix, c'est que depuis 3 ans, j'ai beaucoup de clients qu'on refinance en ce moment. Ces gens-là ont tous vu ce qui s'en vient. L'argent, ils la mettent de côté puis ils attendent les opportunités. Et il n'y a pas juste moi au Québec qui finance du monde. Là. Il y a un paquet d'autres cabinets de courtage hypothécaire et d'institutions financières qui refinancent leurs clients. Les fonds sont mis de côté puis on attend. On va avoir une bonne masse de clients qui vont être riches, capables d'acheter rapidement. Mais il va y avoir quand même une limite à ça. C'est clair, à un moment donné, qu'on va voir des ventes de feu. On va voir des gens qui vont vendre pour le solde de l'hypothèque juste pour sortir. Juste le fait de passer d'un 1,5 à 4,5 ou 5 %, puis peut-être 6 aussi, là, si la banque juge que tu as trop une quantité de financement trop élevée. Mais la personne va dire, moi, 6 % je struggle parce que j'ai juste acheté 8 logements pendant que c'était le fun. Puis là, c'est plus le fun du tout. C'est plus le fun du tout. Puis j'en ai comme ça qui ont acheté des immeubles de 6, de 8, de 10 logements, qui sont salariés aujourd'hui, qui ne seront pas capables de mettre 1 000 $ par mois pour combler le déficit, qui n'auront pas le choix de mettre à vendre, puis c'est déjà commencé. Puis, est-ce que si c'est déjà commencé, c'est que les gens appréhendent ça puis voient déjà, écoute, moi, je n'ai pas le moyen d'arriver à mon renouvellement dans 12 mois, puis ça me coûte 1 000 $ par mois. Absolument. Donc, je mets tout de suite sur le marché. Oui. Donc, oui, on va voir des baisses de prix. De l'autre côté, on peut s'attendre à voir des baisses de taux aussi, ce qui va aider les futurs acheteurs à aller chercher des nouvelles opportunités qui vont se présenter sur le marché. Fait que, est-ce que les prix vont tant baisser? Peut-être pas. Les valeurs vont augmenter avec la baisse des taux. La valeur économique augmente parce qu'il y a moins de dépenses associées à l'immeuble. Oui. Fait que jumelé à une légère baisse de prix, hausse de valeur économique par la baisse des taux, on va revenir à un marché où on va être assez actif en 2025. Donc, c'est de bon augure. Quand il y a de l'action, ça roule. Quand ça roule, le marché est bon.
Maintenant, c'est quoi la saveur du mois là, en financement? Est-ce que vous faites plus de construction, des renouvellements, on fait beaucoup de construction. APH? Beaucoup de construction APH. Là, on est comme à un niveau où les taux d'intérêt ne sont pas encore avantageux au point où on le souhaiterait, mais juste assez pour dire que par rapport au coût des matériaux, on est capable de construire puis financer le projet à 95 % des coûts. Parfait. Donc, projet de 2 millions, un 8 logements, on va dire, avec 100 000 de mise de fonds, tu es capable de rentrer dans ton projet puis d'avoir un financement 1,9 million. C'est réalisable. C'est quand même bien, ça. Là. C'est très bien. Ça c'est mieux que faire de l'achat. Oui. Parce que si j'achète, probablement, ça va me coûter plus pour un 8 logements. Ça va me coûter plus que 100 000 de mise de fonds. Mon Dieu. Puis tu vas avoir beaucoup plus de mise de fonds, beaucoup moins de rentabilité. Puis qu'est-ce que tu vois de ce temps-ci? C'est que les gens vont faire un genre d'autoconstruction en tant qu'investisseur immobilier sur un 8 logements ou c'est plus des contracteurs qui, après ça, vont vouloir revendre à la valeur marchande? C'est plus des gens qui vont construire pour eux-mêmes. Donc, qui vont conserver. L'entrepreneur se trouve un terrain, pas l'entrepreneur, l'investisseur immobilier se trouve un terrain, trouve un entrepreneur général, fait monter ça. Oui. Est-ce que c'est plus facile si on a un entrepreneur général ou si on le fait soi-même? Si tu ne l'as jamais fait toi-même, j'ai un élément important dans la prise de décision qui est ton expérience en construction. Alors, c'est sûr que si c'est ton premier 8-plex demain matin, on va te demander de t'associer à un contracteur général pour faire la transaction, au moins pour le premier. Même si tu as eu ta licence RBQ, tu dis, Peter, si je suis capable de le faire, j'ai ma licence. Oui, mais tu n'en as jamais construit. Donc, il faut que tu le fasses avec quelqu'un en premier. Le deuxième, tu pourras le faire toi-même. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu vas réaliser des économies aussi, là. Mais c'est sûr qu'à coût de 100 000 sur le 8 logements, c'est quand même intéressant. Puis les logements gardent leur valeur. On sait qu'on a 5 ans où est-ce qu'on peut augmenter les loyers un petit peu de façon discrétionnaire là, en tant que nouveau constructeur. Fait que ça peut attirer beaucoup de gens de ce côté-là. Oui. Ça l'aide aussi au niveau, on dit qu'il manque de logements partout au Québec. Ça doit aider aussi à bâtir du nouvel inventaire qui permet là, de réduire le manque de logements. Est-ce que tu en entends parler beaucoup, toi, de tes clients au niveau des demandes qu'ils ont concernant justement le manque de logements? Le manque de logement est criant partout. On le voit évidemment. Puis on le voit au niveau des coûts. Les coûts se maintiennent, parfois même un petit peu plus cher, un petit peu moins cher au niveau des matériaux. Par contre, au niveau du gouvernement, on ne voit pas beaucoup. Tu sais, il y a la SCHL avec son programme APH qui est super intéressant. Oui. Mais c'est super intéressant au niveau initialement, mais si on s'entend à long terme, un financement de 40-50 ans, c'est pas super intéressant pour un investisseur immobilier. Clairement, si je finance à 95 % des coûts sur 50 ans, dans 5 ans, si tu veux refinancer, pas beaucoup d'équité qui s'est créée là. Non, ça n'a pas bougé. Oui, tu vas augmenter tes revenus. Les taux d'intérêt seront où dans 5 ans? On ne le sait pas trop. Mais dans 5 ans, si tu veux refinancer puis que tu veux revenir à 50 ans, il va falloir que tu rentres en efficacité énergétique immeuble usagé. Donc, il va falloir que tu fasses un gain d'efficacité de 40 %. Comment tu peux faire un gain d'efficacité de 40 % avec un immeuble qui est déjà quasi neuf? Bien, il est supposé être maximisé. Il est supposé être maximisé. Donc, ça, c'est un peu le piège au niveau de l'APH parce que il y a des gens qui vont dire « Hey, moi, là, je vais construire, je finance à 95 % des coûts, j'augmente mes revenus au bout, parce que j'ai 5 ans pour le faire. Dans 5 ans, je vais refinancer. » Oui, mais comment? Comment? Parce qu'il n'y a pas d'équité qui s'est créée. Il va s'être peut-être un peu créé d'équité avec la hausse de tes revenus. La plus-value. La plus-value, la baisse des taux d'intérêt si on en a une. Mais même à ça, pour te remettre sur 5 ans, le fait de créer de l'équité, c'est te remettre sur 50 ans. Sinon, je t'en crée pas. Ouais. Puis te remettre sur 50 ans veut dire tu peux pas rentrer en abordabilité, ton immeuble est neuf. Oublie ça. Le seul moyen de rentrer, c'est en efficacité. Mais c'est toujours partant du jour où tu fais ta demande que tu dois faire un gain d'efficacité. Au final, ce programme-là, il est bon pour les banques. On va leur payer de l'intérêt plus longtemps. Effectivement. Puis je pense qu'avant 10 ans, quand tu rentres dans l'APH, avant 10 ans, il faut oublier ton immeuble. Fait que tu le laisses travailler. Puis tu le laisses travailler. Puis dans 10 ans, là, à ce moment-là, tu feras des travaux d'efficacité énergétique. Tu reviendras sur 50 ans. Là, ça va valoir la peine. Et là, votre cash flow positif solide. Puis ça va Absolument. Ça plus la peine. Absolument. Bon, c'est bon à savoir. On entend beaucoup parler, à tort ou à raison, des prêteurs privés. Une belle surprise. On a un appel.
On entend beaucoup parler... Désolé. Il n'y a pas de problème. On entend beaucoup parler des prêteurs privés au niveau de « Oh, la SCHL ne veut plus ça. Comment est-ce qu'on fait travailler avec les prêteurs privés? Est-ce un mal nécessaire, les prêteurs privés? » Parce que oui, il y a des solutions de financement qui ne sont pas disponibles avec les banques, que les prêteurs viennent pallier. On en entend aussi beaucoup parler dans le domaine de la construction. Maximisation. Quelqu'un qui a un immeuble à maximiser, bien là, au lieu d'aller voir sa banque, dire je vais prendre 200-300 000 pour maximiser un immeuble qui a été mis à l'écart un petit peu trop longtemps, c'est beaucoup plus rapide avec un prêteur privé. Étant donné que c'est court terme, le prêteur privé va être une option avantageuse. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce qu'on entend dire que maintenant, les banques ne financent plus des financements après un prêteur privé. Il faut démystifier un petit peu ce volet-là au niveau prêteur privé parce que ça reste que, point de vue prêteur privé, c'est nécessaire. Ça nous prend des prêteurs privés autour de nous. Mm-hmm. Absolument. Quand on utilise un prêteur privé pour construire un immeuble, il n'y a aucun enjeu. Je peux refinancer l'immeuble avec la SCHL. Vraiment, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau. Donc, construction. On va juste faire une petite coupure. Oui. Je vais avoir besoin d'un Kleenex ou de quelque chose. Ah, ça va faire la job. Ça va faire la job. On partira ce volet-là pour être entré. Parce que là, je sentais que... Ouais, à un moment donné, ça devient trop fatigant. Hein? Ben, c'est parce que là, je suis dans les allergies de ce temps-là. Hein? Bon, désolé. Fait que tu voulais le couper où, Alicia? Dans le fond, moi, j'ai écrit là, où est-ce qu'il y avait... dit de couper, mais pour recommencer, vous n'étiez pas... On n'était pas bien avancé. Je repars prêteur privé. Ouais. Parfait. Ça te fera un deuxième. Tu couperas, quand je switch au prêteur privé, tu couperas là, puis tu recommenceras. Mais pour moi, je pense que je vais couper avant, genre, quand il va finir sa phrase, puis tu vas entrer dans le sujet du prêteur. Parfait. Parlons d'un sujet qui commence à toucher pas mal tout le monde, les prêteurs privés. On s'entend, les prêteurs privés, c'est un mal nécessaire. C'est sûr que ça coûte cher, mais en même temps, ça permet d'avoir des financements sur des choses que les banques financent pas du tout. Pensons à souvent de la construction. Pensons à de l'optimisation de multiplex. Le prêteur privé va être super important pour ces domaines-là. Il y a plein d'autres domaines aussi, là, mais en gros, là, on entend dire que la SCHL ou les banques, où on n'est pas sûr c'est quoi la règle de base, on ne peut plus refinancer s'il y a un prêteur privé qui est là. Fait qu'il y a plein de rumeurs. Peux-tu nous éclaircir là-dessus? Absolument. Écoute, tu disais que les prêteurs privés, ça coûte cher. Moi, je pense que c'est plus une question de coût d'opportunité versus projet. Tu sais, quand tu constates une grosse plus-value dans ton projet, le fait de payer de l'intérêt pendant quelques mois un prêteur privé, si tu peux acquérir rapidement puis optimiser rapidement, moi, je ne vois pas d'enjeu nécessairement. Ça dépend de ce que ça nous amène. Et voilà, absolument. Parlons de prêteurs privés au niveau refinancement, parce que c'est le nerf de la guerre est là. Mm-hmm. Ce qu'on entend parler justement au niveau du fait que c'est plus compliqué de refinancer un prêteur privé, c'est tout le volet rénoviction, la crainte au niveau autant de la SCHL que les institutions financières d'être un peu pris là, dans un texte dans la presse demain matin, un scandale ou peu importe. Alors, le problème, il vient de là. Donc, quand on construit un immeuble puis qu'on utilise un prêteur, on peut le refinancer avec la SCHL. Il n'y a aucun problème. Donc, du moment que j'ai pris un prêteur privé, il m'a aidé à construire. Après ça, je refinance. Je peux aller à la SCHL, rembourser le prêteur privé. Il n'y a pas d'enjeu. Parfait. Si j'achète un immeuble, je veux acheter rapidement. On sait que les délais SCHL sont parfois très longs. Puis, je veux acheter un immeuble rapidement. Puis, je vais utiliser un prêteur privé pour le faire. Mon intention, c'est de l'acheter, de le rénover, de l'optimiser, puis de le refinancer après. C'est là que le bas blesse. Parce que là, on a peur de tomber dans un volet de rénoviction. Alors, la SCHL nous dit, si tu veux faire une demande de refinancement de ton immeuble, premièrement, tu dois aller en premier chez un prêteur traditionnel, rembourser le prêteur privé, aller dans une banque traditionnelle, Desjardins, National, peu importe. Tu dois refinancer ton immeuble en prêt conventionnel, rester là 2 ans et ensuite faire une demande de refinancement à la SCHL. OK. Donc, le banquier en tant que tel, lui, il n'a pas de problème avec ça. Le banquier n'a pas de problème avec ça. La SCHL veut rester loin des scandales. Clairement. Donc, la SCHL se dit,
S'il est pour arriver un scandale ou un problème de rénoviction puis qu'il y a des poursuites, généralement, en 2 ans, ça va se régler. Exact. Puis quand l'immeuble va arriver, il va être clean, les problèmes vont être réglés, puis on va embarquer. Par contre, la SCHL nous... Puis ça, on vient de le tester avec plusieurs prêts et on n'a pas vécu d'enjeu à ce niveau-là. À l'effet que si tu rembourses ton prêteur privé avec tes fonds avant et que tu t'en vas voir la SCHL ensuite pour refinancer, donc, ce qu'on là, pourrait faire, c'est j'achète un 8 logements avec l'aide d'un prêteur privé. On optimise le multilogement. On a une valeur économique maximisée pour aller voir le banquier SCHL. Et là, je pourrais prendre un autre de mes immeubles, donner ça en garantie à mon prêteur privé, qui me refinance un peu de montant. On paye l'immeuble sujet et là, on va voir la SCHL. Parce que j'ai aussi entendu dire que si dans ton parc, il y avait une trace de prêteur privé, et là, on entend toutes sortes de choses, là, mais là, on a un spécialiste. Là. Est-ce que c'est vrai aussi que s'il y a une trace de prêteur privé, ça va être plus difficile? Non, c'est pas nécessairement un enjeu en tant que tel. Tout est une question de contexte puis de comment on l'explique. Parfait. Mais c'est pas nécessairement un enjeu. Tout comme... admettons qu'on veut acheter un immeuble, le vendeur, tu sais, les nouvelles règles là, qui s'en viennent au niveau du gain en capital, puis on dit qu'on doit faire des transactions absolument avant le 25 juin. C'est même pas voté encore en tant que tel, mais admettons que ça l'était. Puis qu'on veut faire une transaction rapide, je pourrais envoyer mon dossier d'achat à la SCHL. Et pendant que mon dossier d'achat est à la SCHL, je pourrais demander l'autorisation à la SCHL d'acheter avec le prêteur privé rapidement pour ne pas perdre l'opportunité. Donc, il faut juste en parler avant. Il faut juste en parler avant. Fait que je présente mon dossier à SCHL, je leur explique qu'à cause de leur délai, on va acheter tout de suite avec un privé, mais il n'y a pas de fling-flang, il n'y a pas de changement sur le prix. Souvent, c'est ça. Là, c'est quand faisable. c'est divulgué tout de suite au départ, ça passe pas pour un fling-flang. Absolument. Aussi bien d'en parler avec vos directeurs de compte chez le banquier, votre souscripteur à la SCHL, tout de suite être ouvert avec eux autres. Puis de toute façon, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour nous trouver une solution, ça va être eux autres. Ils vont vous le dire, écoute, fallait comme ça, puis c'est comme ça qu'on va l'accepter. Oui, il faut dans le fond être complet, transparent. De cette façon-là, ça devrait bien aller. L'autre chose aussi qu'on expérimente, qui fonctionne, c'est que le prêteur privé pourrait être actionnaire de l'entreprise avec l'acheteur. Donc, on a vu ça quelques fois là, dans les derniers mois. On crée une compagnie, il y a le propriétaire de la compagnie, il y a le prêteur privé qui a des actions aussi dans l'entreprise. On achète l'immeuble, on fait ce qu'on a à faire, puis par la suite, on le refinance SCHL pour racheter 100% des parts de l'actionnaire privé, parce que là, on ne l'appellera plus un prêteur privé, on va l'appeler un actionnaire privé. Dans ce cas-là, ça va fonctionner aussi. Je pense que le contrat de debenture convertible est fait exprès pour ça. La debenture convertible, c'est du prêt, mais qui se convertit en actionnariat. Donc, on fait un prêt, on le convertit en actionnariat juste avant le refinancement. La SCHL fait le refinancement et avec le refinancement, rachète la portion qui est convertie en action. Et là, le prêteur, lui, il est remboursé. Tout le monde est content. Absolument. Tout ça a déjà fonctionné. On l'a testé, ça a fonctionné. C'est pas un gage que ça va tout le temps réussir. On dirait que, dépendamment avec qui on transige, parfois ça fonctionne, parfois pas. Donc, avec il n'y a pas de règle. La banque ou les individus? En premier, la banque. La banque qui parfois va avoir de l'ouverture à le faire, parfois non. Parfois, la SCHL qui va avoir de l'ouverture à le faire, parfois non. Puis on n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi que des fois oui, puis des fois non. Il n'y a rien de clair à ce niveau-là. Même sur papier, la règle n'est pas totalement claire non plus. Donc, on y va un peu on teste. On essaie de voir comment on peut arriver à s'entendre avec la SCHL pour que tout le monde soit à l'aise. Et ça, c'est vrai aussi pour les balances de vente. Parce qu'une balance de vente, c'est comme un prêt privé. On en parle de moins en moins, les balances de vente. Hein? Je pense que ça devrait être de plus en plus populaire parce que ça peut aider. C'est rare que ça fonctionne, une balance de vente, parce qu'une balance de vente, c'est un prêt au même titre que le prêt de premier rang. Et si on fait un prêt de premier... Si tu paies ton immeuble plus cher que sa valeur économique, le seul prêt que je peux mettre en place, c'est le prêt de premier rang. Je ne peux pas ajouter une balance de vente en plus, j'aurai plus de rentabilité. Mais admettons qu'on est dans un contexte où ça fonctionne. Il faut absolument que, comme propriétaire, tu rembourses la balance de vente avec tes propres fonds avant d'aller faire un refinancement à la SCHL. De cette façon-là, ça peut fonctionner. Donc,
ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que si tu as déjà plusieurs immeubles puis que ça roule, c'est quand même pas très difficile de trouver des solutions. Évidemment, si tu as 1 ou 2 immeubles qui sont maximisés par le financement il y a 5 ans, tu es un nouveau investisseur, ça risque d'être un petit peu plus difficile dans les prochains mois. Absolument, absolument. Donc, on parle de gens qui sont solides financièrement, qui sont capables d'avoir accès à des fonds rapidement. De cette façon-là, tu sais, si demain matin, je vais te voir, je te demande un prêt d'1 million, puis que je suis capable, avec mes fonds, dans 12 mois, de rembourser, ben wow, c'est réglé. Ben oui. Mais ça te prend 1 million. C'est ça, c'est quand même pas rien, là. Tu sais, mais rendu là, la SCHL considère que tu avais les fonds, mais que tu as préféré prendre un prêteur privé pour faire la transaction à la place pour ne pas hypothéquer tes fonds, parce que tes fonds étaient peut-être dans un autre projet. Non disponible pour l'instant. Non disponible. Donc, rendu là, la SCHL va être un peu moins, on va dire, va un peu moins s'offusquer de la situation. Puis c'est là que c'est important d'avoir un bilan. Si le bilan est solide, la SCHL va pouvoir... On peut s'appuyer sur le bilan. Si le bilan n'est pas solide, la SCHL va dire, écoute, tu vas la prendre où l'argent? Clairement, c'est pas pour les débutants. Si le bilan est mal déposé au départ, mais ça se peut que la SCHL refuse des choses créatives, des stratégies créatives comme ça, parce que le bilan ne fait pas de sens. Donc, quand vous allez vérifier vos demandes, ben, assurez-vous que tout se tienne. Autant le bilan, les revenus et les actifs. Et ça, Jocelyn, des actifs. Tu sais, puis là, je suis en train de prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, c'est pas pour ça nécessairement que je le dis, mais travailler avec un courtier hypothécaire d'expérience, c'est super important. Mm-hmm. Je le vois souvent sur les réseaux sociaux, les gens demandent je veux avoir un bon courtier hypothécaire pour m'aider. Puis là, on voit un paquet de noms passer. Puis là-dedans, il y a des fois des courtiers hypothécaires qui sont même pas des courtiers commerciaux. Ouais. Les clients ont travaillé avec ces gens-là qui ont plus ou moins d'expérience, qui ont présenté le dossier à un banquier un peu à la va-vite. Mm-hmm. Puis là, ben, la transaction ne fonctionne pas, mais elle aurait pu fonctionner initialement. Parce que ça n'a pas été bien monté à la base. Parce que ça n'a pas été monté à la base comme il faut. Donc, travailler soit avec un courtier hypothécaire d'expérience ou un directeur de compte d'expérience si vous ne voulez pas travailler avec un courtier hypothécaire. Mais dans tous les cas, le problème, il est aussi là. Si on ne se présente pas de la bonne façon, le message va être mal interprété puis ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment important, on ne le dit pas assez souvent, mais la première bonne impression qu'on va créer, parce que, tu sais, peu importe tout domaine d'activité confondu, quand tu présentes ton dossier à un prêteur ou à un courtier, quand il regarde le dossier, il fait comme « Ouf, j'ai pas beaucoup de chances de réussite. » Fait que si c'est ça la réponse, vous avez tout l'ouvrage par-dessus la tête, mais le dossier va rester en dessous du paquet, puis on risque d'avoir moins de bons services, si on veut. C'est la même chose chez le banquier, c'est la même chose à la SCHL. Le gars, il regarde le dossier, à première vue, il n'y a pas de dossier à faire parce qu'il n'a pas été bien présenté. Mais évidemment, il ne mettra pas d'effort dessus. Là. Il va attendre d'avoir du temps, puis entre les vacances de Noël et les vacances d'été, ça passe vite en tabarouette. Oui. Ils n'en ont jamais de temps là, à mettre là-dessus. Absolument. Important, première impression que le dossier passe. Puis comme tu dis, le courtier, ce qu'il va faire, lui, il va se faire l'avocat du diable aussi. Il va regarder, puis il va dire, je pense que ce dossier-là, il a besoin d'être bonifié avant d'être présenté. Il va donner les bons conseils pour justement qu'on ait un dossier complet, qu'il y ait de la viande après l'os, qu'on puisse avoir des bonnes solutions. Absolument. Bon, c'est une bonne nouvelle. On peut utiliser prêteur privé, on peut maximiser. Il y a des opportunités qui s'en viennent, qu'on disait aussi. Autour de ça, la baisse des taux, tu me disais début 2025 peut-être? Ça, c'est un bon défi. Hein? Tu sais, dans le fond, pour se remettre en contexte, aujourd'hui, on est tout près de la fin du mois de mai. On attend l'annonce de la Banque du Canada pour probablement réduire ses taux au mois de juin. Okay. Selon ce qu'on voit en ce moment. Donc, on attend d'une journée à l'autre ou c'est le 6 juin. C'est le 6 juin à prochain. Tous les 6 du mois. Pas toujours à tous les 6 du mois, mais là, ça s'en vient le 6 juin prochain. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup de gens pensent que potentiellement, la Banque du Canada pourrait baisser son taux directeur d'0,25%. Moi, je te mets un 20$ à la table que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Pourquoi? Non. Alors, premièrement, le PIB au Canada est quand même bon. L'économie est bonne. Ouais. Dépenses des consommateurs, ça a commencé à réduire un peu, mais pas tant que ça non plus. Puis on est à l'approche des vacances, qui est toujours une belle période inflationniste. Ouais. Donc, la Banque du Canada, pour le moment, se dit « OK, l'économie ne va pas si mal,
Même dans le monde, dans certains pays du monde, ça va bien. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus au ralenti, mais pas assez non plus pour dire qu'on baisserait les taux d'intérêt. Puis l'inflation est persistante là-bas. Fait que la Fed aux États-Unis va maintenir ses taux. Au Canada, notre économie va bien. Donc, si l'économie va bien, pourquoi on baisserait les taux? C'est pas les taux qui freinent quoi que ce soit en ce moment. Ça se passe bien. Ouais. Donc, ce que la Banque du Canada, à mon avis, va faire, c'est qu'elle va attendre la fin de l'été. Parce que durant l'été, les gens dépensent un peu plus, voyagent. Les gens vont peut-être pas aller à l'extérieur du pays, mais vont peut-être rester au Québec, mais ça va voyager, ça va dépenser. Qui dit dépense dit hausse de l'inflation. Donc, automatiquement, moi, je pense que la banque va prendre une position prudente. La Fed n'aura pas bougé. Nous, on ne bougera pas non plus. On va attendre au mois de septembre, puis on verra là, ce qui va se passer. Mais moi, je te prédis que baisse du taux directeur de la Banque du Canada octobre, baisse des taux fixes d'un quart à 0,30 durant l'été. Parce que les taux fixes bougent toujours avant la Banque du Canada. Donc, la banque, elle, quand elle voit qu'il n'y a pas d'action puis que la Banque du Canada maintient, elle se dit, écoute, pour être compétitif, on va baisser un petit peu pour aller chercher des parts de marché parce qu'évidemment, il y a moins de business qui se fait. Et là, ensuite, la Banque du Canada va diminuer son taux et là, tout va s'en suivre. Absolument. Fait qu'on devrait voir, d'après moi, durant l'été, une baisse des taux fixes d'à peu près un quart de point. La Banque du Canada, à l'automne, va suivre cette baisse-là aussi. Et là, on va commencer lentement à voir les taux baisser. Mais moi, je ne m'attends pas à plus que l'équivalent d'un quart d'un % 0,30 pour le reste de l'année seulement. Puis après ça, on verra où s'en vont les taux fixes. Mais j'ai pas le feeling que ça va baisser tant que ça. Tu sais, il y a du monde qui nous dit « Ah, les taux vont revenir à 3 %. » Oubliez ça, là. Mais c'est moi, je me souviens, quand j'ai commencé à investir en immobilier, on était autour de 2003-2004 et les taux étaient à 8 %. Tu sais, quelqu'un qui achetait une maison, c'était 8-9 %, puis c'était normal. Puis c'était normal. C'était tout à... Puis, tu sais, on réussissait à faire des bons deals, puis je me souviens pas dans le multilogement combien c'était, mais, tu sais, ça devait suivre un petit peu là. C'était autour de 6,5 à 7,5, dépendamment de la transaction. Donc, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, là, quand les ratios sont un peu plus serrés. La différence, c'est que le 16 logements, à l'époque, il valait 900 000. Oui. Ça fait quand même une grosse différence en bout de ligne, là. Absolument, mais d'après moi, d'ici... On pourra même se reparler en mai l'année prochaine. Mai l'année prochaine, entre aujourd'hui puis mai l'année prochaine, gros max, 0,5% de baisse de taux. Bon. Gros max. Fait que les gens qui se disent « je vais renouveler à court terme en espérant que les taux baissent », tout le monde va être dans le haut de la courbe encore l'année prochaine. Oui. Je pense pour le renouvellement à court terme, peut-être mieux d'y aller pour un moyen terme de 3 ans. 3 à 5 ans. 3-5 ans, parce que le taux 5 ans est beaucoup moins cher que le taux 1 an aujourd'hui. OK. Puis le taux 10 ans est seulement 0,15 de plus que le taux 5 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas une espérance de baisse importante des taux avant les 5 prochaines années, parce que sinon, tu auras un écart beaucoup plus grand entre le 10 ans et le 5 ans. Exact. Donc, on ne s'attend pas à avoir beaucoup de baisse de taux, puis l'économie nous le dit, ça va bien. Mais il risque d'avoir un changement important dans 2025. Je pense qu'on doit plus revoir notre façon de faire de l'immobilier que d'attendre après des taux records de 1,5-2 %. Là, ça ne reviendra pas de sitôt, ça. Absolument pas. Donc, on revoit notre façon de faire de l'immobilier. On s'assure, c'est sûr que les recherches vont être plus difficiles. Si tu es obligé de faire beaucoup plus de prospection pour arriver à trouver des deals qui vont être similaires. Mais on en voit encore sur le marché, là, des gens qui arrivent et qui viennent financer, puis tu te dis, voilà, donc tu payes ça, ce prix-là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Dire, écoute, j'ai un client, sans donner de détails qu'on pourrait reconnaître, là, mais j'ai un client qui a acheté un immeuble à tel prix, puis c'était à cause de telle raison, juste pour inspirer les auditeurs à dire, on lâche pas, on continue. Bien, tu sais, dans le fond, du moment qu'on voit qu'on a un beau potentiel d'optimisation avec notre immeuble, je pense qu'il faut l'envisager. Même si les taux sont chers, maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben là, je veux l'acheter, puis je veux l'optimiser, puis rapidement le refinancer pour aller chercher mon équité. » Oubliez ça, ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus. Il faut se donner un horizon de 5 ans. Dans cet horizon-là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans les 4 premières années, on va essayer d'optimiser le plus possible nos revenus, diminuer nos dépenses. La 5e année,
on se lance en réno, optimisation, efficacité énergétique, pour avoir accès au programme d'efficacité énergétique de la SCHL par la suite. Donc, c'est là que ça va vraiment être intéressant. Maximiser nos revenus, diminuer nos dépenses, efficacité énergétique, et on refinance après, et c'est là qu'on va chercher notre équité. Donc, un petit peu plus long, il faut juste être plus patient. Il faut être plus patient. Mais la game de l'immobilier, ça a toujours été une game de patience. Hein? On s'entend qu'il y a des années où ça a été super vite. On pouvait acheter, optimiser un peu, revendre l'année suivante ou refinancer l'année suivante avec succès. Là, c'est plus le cas. Il faut prendre notre temps. Est-ce qu'il y avait des volets qu'on n'avait pas vus? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de faire, des nouveaux programmes qui s'en viennent? Est-ce que tu as entendu parler de Pour l'instant, de on ne voit pas beaucoup de choses nouvelles. On entend parler entre les branches que la SCHL va peut-être apporter des changements à son programme APH, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de certain. Quand on essaie de valider nous-mêmes avec la SCHL puis discuter avec les intervenants là-bas, tout le monde nous dit non, on n'est pas en train de modifier quoi que ce soit, mais de l'autre côté, entre les branches, on entend que potentiellement, il pourrait avoir un changement à l'effet qu'on veut toujours qu'il y ait de l'abordabilité quand on rentre dans le programme APH, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un peu utopique, ça, l'abordabilité. Moi, j'ai un client qui est obligé de mettre 20% de son immeuble en abordabilité, mais il a acheté un terrain sur le bord de l'eau pour faire des condos de luxe. Donc, condo de luxe, abordabilité, ça marche pas. Les programmes ne fitent pas du tout. Là, comment est-ce qu'on fait pour aider ce constructeur-là? Parce que veut pas que ce soit des condos de luxe, que ce soit n'importe quoi, plus que d'inventaire, plus qu'il va y avoir d'abordabilité naturellement, sans faire de programme. Pourquoi? Parce que tu as un locataire qui va upgrader son style de vie dans un condo de luxe parce qu'il est rendu disponible. Tu as un autre locataire de moyenne gamme qui va aller dans le haut moyen de gamme. Tu en as un autre de bas de gamme qui va monter moyen de gamme. Fait que le bas de gamme se rend disponible. Il y a des gens qui vivent dans des appartements présentement par manque d'inventaire. Beaucoup plus bas que ce qu'ils sont capables de se payer. Donc, pourquoi ne pas juste dire on va donner des programmes pour augmenter la quantité de... C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Puis je pense que l'autre chose que la SCHL attend aussi, c'est la liste des revenus médians à jour. Parce qu'on travaille encore sur la liste des revenus de 2019. Ça a changé. Hein? Fait que, tu sais, un loyer moyen à Montréal, là, abordable, qui ne devrait pas dépasser 1090 par mois, tabarnouche, à 1090, c'était plus grand-chose aujourd'hui, là. Tout à fait raison. Mais si on avait une liste à jour, on va dire 2023, peut-être potentiellement avec un loyer abordable qui serait peut-être à 1300, 1250, on commence à être capable de... Ça commence à faire plus de sens aussi. Ça aide en tout cas à ce qu'on ait envie d'en faire plus puis justement augmenter l'inventaire. De ce que tu entends, niveau... Il y a 5 ou 6 ans, on entendait beaucoup parler de la SCHL qui faisait beaucoup de retenues parce que le parc immobilier était comme dans un état, je dirais pas pitoyable, mais il y avait une partie du parc immobilier, surtout sur l'île de Montréal, qui demandait beaucoup de rénovation. La SCHL disait, écoute, je vais te faire ton prêt, mais il va falloir que tu injectes 200-300 000 en réno sur ton... Puis si on va garder ces fonds-là, quand ça va être fait, on va te les remettre. Est-ce que c'est encore le cas ou on entend moins parler? Ou... On entend moins parler, mais je te dirais que c'est surtout aussi parce qu'on prépare bien nos clients. Quand on prépare un dossier, mettons un dossier d'acquisition, puis qu'on voit tout de suite dans un rapport d'inspection qu'on a beaucoup de travaux à faire, on va y aller tout de suite. Dans le fond, on va préparer notre client à présenter tout de suite un jeu de soumission, puis de promettre de faire les travaux dans les 12 prochains mois, puis de réaliser ces travaux-là. Donc, de cette façon-là, on vit un peu moins de situations de retenue. Fait que si on est en refinancement, la même chose. Si on a un immeuble qui est plus ou moins en bon état, puis qu'on veut faire des rénovations, présentons-le tout de suite à la SCHL dans ce but-là. Puis c'est un peu ce que tu disais tantôt, hein? Transparence égale, tu vas contrôler ce qui se passe, parce que si tu n'avais pas été transparent avec la SCHL, elle va venir le visiter et là, elle va faire une retenue. Si tu es transparent au départ, dire voici, j'ai déjà mes soumissions, le projet avance bien, dès que je suis propriétaire, on rentre les entrepreneurs, en moins de 12 mois, les travaux vont être complétés, mais ça se peut que la SCHL dise, le gars, il semble savoir qu'est-ce qu'il fait, on va le laisser faire, absolument. On ne le forcera pas là, avec des retenues. Fait que la solution, c'est être bien préparé. Ouais. Bien préparé, transparent, présenter des rapports complets avec des soumissions. De cette façon-là, la SCHL est en confiance. Oui, ça va être... D'après moi, c'est gage de succès là, pour l'avenir. Là. Puis il faut comprendre aussi que
les taux, de ce que je comprends de notre discussion, les taux ne devraient pas bouger beaucoup ou que ce soit des demi-pourcents. Donc, on continue à travailler, à trouver de meilleures opportunités pour faire des meilleures transactions. C'est la seule façon de continuer à être actif dans l'immobilier. Absolument. Super. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Je pense qu'on a fait pas mal le tour là, de notre revue. Il y a déjà beaucoup de stock là-dedans. Je te dirais peut-être un autre élément à allumer les gens, surtout en volet construction. Oui. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Peter, j'ai consulté ma banque. Ma banque me dit que je ne peux pas construire à 95 % des coûts, mais le programme APH me permet de le faire. Comment ça se fait? » Simplement parce que le client n'a pas été prévenant puis n'est pas venu et pas allé voir son directeur de compte avant. Il a fait, dans le fond, il a établi ses coûts, il a établi ses revenus, il est parti avec ça, puis quand il était prêt, il est venu voir la banque, ça ne marchait pas. Souvent, ce que je conseille aux gens, c'est venez voir, par exemple, soit votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire avec une idée de votre projet en premier. Combien vous pensez que ça va vous coûter la porte? Combien vous pensez que vous allez louer? Donc, les budgets préliminaires, on part au préliminaire. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent nous consulter. Là, ils ont déjà le plan, ils ont déjà le rapport de consultant en coût, sont hyper avancés, puis là, on leur dit que ça ne marche pas. Il faut venir nous voir au début. Ouais. Moi, les gens, là, quand ils viennent me voir au début, là, je te dis, on construit à 95 % des coûts. Puis on en fait beaucoup de la construction. Parce qu'on a préparé en amont ce qu'il fallait bien présenter au directeur de compte, puis ensuite à la SH. Absolument. Fait qu'il faut être bien préparé au début. Du moment qu'on sait exactement combien ça va nous coûter, combien de revenus on va générer, on est capable de comparer valeur économique et coût de construction pour s'assurer qu'on va vraiment atteindre notre 95 %. Au pire, on va faire des ajustements à ses revenus ou ses coûts pour y arriver, mais on est capable de le faire. Bien, c'est super. Encore une fois, vraiment très instructif. On apprend dans le marché, on apprend comment ça se passe parce que vous, chez Multiprêt Commercial, vous faites une multitude de transactions. Donc, vous avez la chance de voir là, un investisseur immobilier quand il en a fait 3 par année. C'est quand même bon. Vous autres, c'est probablement ça par jour que vous faites. Donc, c'est important d'avoir notre mise à jour comme ça avec les mordus. Être capable après ça de se motiver puis d'aller faire plus de transactions. Un gros merci, Peter Quinn. C'est toujours un plaisir d'entendre ton vocabulaire très raffiné sur le financement multicommercial. Donc, merci à tout le monde. J'espère. Si vous avez des questions, je pense que Peter Quinn pourrait prendre le temps de répondre en commentaire. Gênez-vous pas. Facile à rejoindre, hein, les réseaux sociaux. Pas plus difficile qu'aller sur notre site multi-plex.ca. Les coordonnées de tout le monde, autant les miennes que celles de tous nos courtiers hypothécaires sont là, donc ça va nous faire plaisir. Vous êtes combien de courtiers? On est 8 courtiers hypothécaires, 14 dans l'équipe au total. Toutes spécialisées dans le multilogement. Multilogement, commercial, industriel. Super. Ben, un gros merci, Peter. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci.